Merci à Victor Sekita pour avoir conclu ce colloque en nous introduisant sur l'écriture des mémoires comme une pratique de revenance, mise en regard avec les revenants qui hantent la peinture, d'images qui sont toujours sur le point d'une dissolution, mais aussi toujours sur le point de revenir, de réactiver une présence, en faisant ainsi un lien entre l'espace et le temps. J'invite à présent tous les participants de cet après-midi à rejoindre la table pour les discussions. Ils peuvent d'ailleurs aussi comprendre des éléments de ce matin. Victor, est-ce que tu souhaiterais faire le point Est-ce que tu souhaiterais faire un point sur... Moi, pas pour l'instant. Je te laisse faire. Ah bon Je dirais que ce qui était très intéressant dans cette journée, c'est de voir la multiplicité des approches et des points de vue, la richesse du matériel aussi. Donc, il n'est pas si simple de tirer des lignes générales. Peut-être que cet après-midi, il y avait une grande importance a été donnée à la question de l'autre à travers le costume. Le costume étudié d'abord pour son point de vue insolite, qui devient ensuite presque normalisé comme un élément de l'image de l'autre, puis qui devient un thème fondateur artistique, puis qui est aussi un élément porté, donc qui fait partie d'une mise en scène, un costume qui traverse les frontières. Et sur un autre versant, un autre thème qui était très présent était les parcours des peintres à travers les frontières dans des moments de conflit, les conflits religieux à la fin du XVIe siècle. C'est ce moment extraordinaire où ces peintres de différentes confessions religieuses sont réunis à la cour de Rodolphe II et travaillent ensemble à la même œuvre religieuse, cherchant une sorte d'unité stylistique, ou alors cette course-poursuite d'Élisabeth Vigée-Lebrun sur les routes de l'Europe au moment où l'Ancien Régime et ses têtes couronnées tombent. Je voudrais ouvrir la discussion. Questions pour nos intervenants. Je pose moi-même une question. Une question à Sergiusz Michalski. Donc l'exemple, l'objet sur lequel tu as centré ton exposé est un objet passionnant, en effet, pour cette multiplicité de mains, d'artistes, d'enjeux, tous les aspects religieux nationaux. Est-ce que le thème résurrectionnel, le thème de la résurrection, qui est le thème de ce tableau d'autel, joue aussi un rôle au niveau symbolique? Je ne sais pas si je m'exprime assez bien. Oui, je comprends que tu veux dire. C'est un peu difficile. Pour moi, c'est un nom qui, en référant au Jean Bologna, faisant une référence très claire à cette célèbre œuvre d'art, il a pris, parce que l'autre dessin de Brno, que je n'ai pas montré parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, pour la clarté du argument, j'ai omis ça, parce que l'autre est une résurrection hiératique. Nous connaissons ça, c'est le fait. Ici, la résurrection va prendre place. Cette résurrection-là est aussi dans la direction qui n'est pas totalement le ciel, mais un peu, disons ça. Mais bon, c'est une pose presque acrobatique, un poste de Mercure, parce que Mercure assume une pose qui est très compliquée, parce que Mercure est un dieu qui fait des choses compliquées. Bien sûr, il y a un lien ici entre Mercure comme je n'ai pas référé à ça, Mercure comme du psychopompos, qui porte nos âmes, ou les âmes des hommes, et Christ qui
porte aussi dans sa ascension tous nos âmes. On peut faire ça, une théologie, je ne sais pas si c'est une solution théologique exactement propre sur le point de vue dogmatique, mais c'est pour moi une résurrection absolument étrange. Et bien sûr, il y a un élément aussi de Gian Bologna, un élément titianesque de ça, mais chez Titien, les faits religieux dominent. Pour moi, dans cette résurrection, les faits religieux relégués à un second ordre, disons ça. Et c'est étrange, je ne peux pas catégoriser ça, mais je veux travailler sur ça, bien sûr. Bon, c'est intéressant ce que tu dis. Ce matin, tu n'étais pas là malheureusement. On a beaucoup parlé en partant de l'exposé de Michele Bacci, qui est ici, de ce rapport entre image de dévotion et image artistique, donc les enjeux de l'art et de la dévotion, justement à la première époque moderne. Mais c'est un thème sur lequel peut-être on pourra discuter aussi après. Je ne sais pas si Michele a quelque chose à dire maintenant, mais sinon, pour après, c'est un joli thème à débattre. Oui, après, d'accord. Je trouvais, si je peux ajouter un mot sur ce sujet de la résurrection, je trouvais intéressant à ce sujet que Van Aken situe sous le pied du Christ cette espèce de serpent démon, qui effectivement fait référence à la sculpture qui a besoin d'un socle pour tenir cette position en équilibre, alors que du point de vue de l'iconographie, mais aussi de la composition, le Christ de résurrection n'a pas véritablement de poser son pied sur quelque chose, et que c'est tout à fait insolite de le voir écraser un serpent dans cette iconographie-là. Donc là aussi un élément artistique qui prime dans la volonté d'une citation du modèle sur les raisons mêmes de la composition religieuse. Ce serpent est absolument unique. J'ai vu un serpent un peu similaire dans une représentation totalement différente. C'est le serpent qui mordre Henri IV chez Rubens, dans cette référence oblique au assassinat. Bon, mais ce serpent a une autre fonction symbolique et ce serpent-là est un peu comme Ouroboros, le serpent d'éternité. Mais je commence des réflexions sur ça. Je ne peux répondre dans une façon définitive. Merci. Après vous avoir longuement écouté, Monsieur Victor Stoïkica, peut-être que je prononce mal, hein, désolé. Allez-y, ne vous en faites désolé. pas. Oui. Au sujet de Madame Vigier-Lebrun, moi j'en ai fait un peu une lecture psychanalytique. Parce qu'en fait, tout ce que vous décrivez d'elle et ce qu'elle dit d'elle, me semble-t-il, se rapporte à un traumatisme lié, en effet, à la mort de Marie-Antoinette et du roi, et de sa peur qui l'a fait traverser toute l'Europe, de son angoisse, une angoisse de mort terrible, qui, me semble-t-il, point d'interrogation, s'exprime très très bien dans justement la figure de ces revenants dont vous parlez. Une question, n'était-ce pas pour elle une façon aussi d'agir cette angoisse, cette peur de la mort qui caractérise, cet effroi qui caractérise tout traumatisme? Alors, c'est bien possible. Il y a sans doute le traumatisme de la mort de la reine du roi, dont elle apprend, disons, 3 ou 4 ans après son départ. Il y a aussi le traumatisme du départ, je dirais, de l'exil. Il y a 2 traumatismes qui, à la fin, se croisent. Et ce qui est étonnant dans toute cette histoire, donc premièrement, je reprends, on a une très bonne base
pour une étude de psychanalytique, mais il faut un psychanalyste, et moi, je n'en suis pas. On a une très bonne base, parce qu'à part son imaginaire, qui est apparemment un peu répétitif, tous ces portraits, famille royale, de tout le monde, c'est comme de le rendre vie, de le tenir en vie. Il y a aussi ses souvenirs. Alors ça, pour tout psychanalyste, avoir aussi le témoignage écrit, c'est quelque chose de fondamental. Alors, avec mon propre savoir et mes propres forces, ce que j'ai voulu, pour l'instant, je vais peut-être approfondir cet aspect, mettre en lumière, c'est le fait que cet imaginaire apparemment tellement rose, bleu et rose, de Madame Violet-Grain, tous ces portraits ancien régime, même ses mémoires, où elle dit « J'étais ravie d'être reçue par la reine, j'étais enchantée au moment où la tsarine m'a dit ça », alors tout ce langage, donc à la fin, si on creuse un peu, on trouve des phénomènes d'angoisse, de peur. J'en ai cité 4, mais il y en a encore 2 ou 3 qui sont très importants, qui montrent en effet qu'en souterraine, il y avait quelque chose en train de bouillir, ou oui, un phénomène qui, bien approché, change de direction dans la lecture de l'œuvre de cette femme peintre, qui a été d'ailleurs découverte plus ou moins récemment. Elle a joui d'une très belle exposition il y a quelques années au Grand Palais, mais c'était une exposition belle, importante sans doute, qui n'a pas changé, qui n'a pas creusé au-delà des apparences. Et je pense qu'il faut creuser au-delà de l'apparence. Un psychanalyste pourrait le faire. Je pense qu'un historien de l'art, avec ses instruments, sur une voie parallèle, peut-être aussi. Ah oui, très bien, oui. D'autres questions? Je m'excuse, je ne veux pas monopoliser la discussion, c'est atroce, mais quand j'ai travaillé sur ma thèse de réhabilitation, je m'ai un peu concerné avec les attitudes. À l'époque, c'était presque 30 ans, j'ai lu avec grand intérêt l'article de Monique Mossor dans le 18e siècle, les attitudes, les super grecs de Madame Vigée-Lebrun. Et de ce temps-là, je pense qu'elle, je m'excuse de me distancer un peu de vous, parce que vous prenez la Madame Vigée-Lebrun au sérieux. Elle a été une forte cote théâtrale. Toutes les attitudes, elle décrivent cette super qui est devenue, avec les super commence comme une super gay grecque, et va prendre fin comme une super presque du tragédie romain. Dans ces descriptions-là, c'est un très bon article de Monique Mossor. Et peut-être nous devons voir ça dans un contexte parathéâtral où le jeu de vie et la vie en rose et l'angoisse à ces places fixées, à ces extrêmes pôles fixés, disons ça. Oui. Alors, je réplique tout de suite à mon ami Sergiusz. Alors, merci de me rappeler le super grec. Et tu as tout à fait raison de ce que tu dis. Moi, personnellement, j'irai un peu plus loin. D'après mon opinion, Madame Vigée-Lebrun s'intègre justement dans une culture qu'on l'a appelée la culture des apparences. Elle travaille sur les apparences. Et le souper grec, c'est un élément fondamental qui a fait scandale d'ailleurs. Elle a organisé ce souper grec. On a parlé en tout Paris qu'il y avait un peu d'obscénité ou de caractère érotique, etc. Elle s'en excuse, elle dit que pas du tout, que ce n'était pas du tout cher. Mais dans la description du souper grec, si je me rappelle bien, elle décrit exactement tout la façon de s'habiller elle-même et d'habiller ses invités. Donc, c'est justement ce travail sur les apparences. D'ailleurs, entre parenthèses, soit dit, c'est pas n'importe quoi. La mère de Madame Vigée-Lebrun était coiffeuse. Bon, coiffeuse du beau monde parisien. Donc, elle prend, j'imagine, de sa mère et de toute cette culture, un penchant, justement, pour la création des formes, la création des apparences. Et ça se voit
dans ses portraits. Tout à fait. D'ailleurs, dans les portraits, elle les décrit aussi. Elle décrit toujours comment elle a mis en pose le portrait, qu'est-ce que lui a dit de prendre, etc. Donc, il y a tout ce travail. Et ma thèse à moi, c'était, mais elle n'empiète pas sur la culture des apparences. Elle veut seulement dire qu'au-delà de cette culture des apparences, pour des circonstances historiques et personnelles, il y a des moments d'angoisse. Il y a des moments d'angoisse qui sont presque invisibles. Moi, j'ai lu ces mémoires avec un certain plaisir, je dirais, peut-être pervers, comme ça, de découvrir ce moment d'angoisse, parce que le reste, bon, c'était trop rose, trop bleu. Mais par contre, lorsqu'on touche la scène du cimetière, lorsque les seuls l'ouvrent, la scène extraordinaire, il me semble, du cabinet de figures de cire, avec ce jeune homme qui fait une mauvaise blague, quand en 1793, et le lendemain, elle écrit dans son journal, dans ce mémoire, elle apprend la décapitation de la reine, du roi et puis de la reine. Alors, on est là. Oui, j'aurais aussi une petite remarque et question pour Lucia Corrain, dont j'ai beaucoup aimé justement votre présentation. Il se trouve que nous sommes sur un terrain commun, puisque je me suis aussi intéressé à ce Plus fort, plus fort. Je me suis aussi intéressé à ce théâtre de Lucas de Chiere, donc le joli livre qui se trouve dans la bibliothèque de l'université de Gand. Alors, au risque de vous décevoir, la dernière planche, celle qui est la plus comique de l'anglais, il n'est pas représenté tatoué, c'est juste que c'est une planche qui est abîmée par la moisissure. Et puis, plus fort? Pourtant, je l'ai allumé. Ouais. Et ma question était, comme Lucas de Chiere s'inspire de beaucoup de sources, comme Ligozzi d'ailleurs, il y a donc ces récits de voyage de Nicolas de Nicolet, où, au moment donné, dans le chapitre où il arrive à la partie concernant les sectes religieuses dans l'Empire ottoman, il parle des Torlaki, il parle des Kalandır, il parle de diverses autres sectes. Et à un moment donné, il y a une secte dont je ne me rappelle plus le nom, mais avec une planche magnifique. Donc ce religieux qui tire derrière lui un cerf. Et d'ailleurs, dans tous les récits des grands voyageurs de la Renaissance, dans l'Empire ottoman, on retrouve tout ce topos du religieux, soit avec un ours derrière lui, soit avec le cerf. Je me demande si les bizarreries de Ligozzi, ce maniérisme un peu débridé, n'est peut-être pas influencé par quelque chose de bien concret qui vient du terrain de la littérature de voyage, mais de la littérature sur les sectes religieuses. Voilà ma question. Merci de cette question. Je n'ai jamais pensé à ce problème-là. Et peut-être, sur Ligozzi, on ne sait rien. On ne sait rien, oui. Les committants. Ah oui, d'accord. Non, je n'ai pas pensé à ce que vous me suggérez. Oui. C'était une. Je peux repenser. Très bien. Merci. Merci à vous. D'autres questions? J'aurais une question pour Dominique Alain. J'étais particulièrement intéressée par cette idée que Callot fait pour la première fois consacre pour la première fois une représentation percée aux bohémiens, donc un genre bas qui généralement servait d'accompagnement et n'était pas un sujet en soi, et que tu l'as mis en relation à un moment une idée de pratique de gribouillage ou de barbouillage liée à la représentation des tziganes, et aussi dans l'exemplaire de l'iconologia de Ripa qui appartenait à Callot, il y a ces petits croquis qui accompagnent les planches. Alors je n'ai pas eu l'occasion jamais de consulter cet exemplaire. Je me demande comment ces croquis répondent ou jouent avec les planches de l'iconologia di Ripa. Et donc je voulais te demander si tu pouvais élaborer un peu davantage cette idée
de gribouillage ou de barbouillage en relation à ce thème. Alors, nous devons à Paulette Chaunet, qui est déjà une grande spécialiste de Callot. Elle a publié énormément d'articles, justement, et c'est elle parmi les organisateurs de la fameuse exposition du quadrille centenaire de la naissance de Callot en 1992 à Nancy. Et nous devons à Paulette Chaunet donc un article qui justement déterre cet exemplaire de l'iconologia dans la bibliothèque municipale de Nancy, avec cette espèce de croquis un peu ennuyé. C'est plus des doodles, des gribouillages qu'une réelle figure, mais ça se termine avec une accolade, si je ne me trompe pas, sur son propre blason. Et la question du blason de Callot et de la maison Callot, qui était une maison noble, j'aimerais la développer aussi dans la suite de cette recherche que je fais actuellement sur ce graveur. Toujours est-il que Callot était un lecteur très attentif de Cesare Ripa, puisqu'il a illustré une série de 7 vices et 7 vertus qui s'appuient en quelque sorte sur la codification allégorique de l'iconologia, pour ne pas dire que dans son cycle du Fils prodigue, qui est l'un des cycles les plus importants en gravure, puisque c'est le premier artiste qui insiste beaucoup sur cette parabole du Christ. Au lieu de la expédier en 2 scènes, il l'a expédié en 11 scènes. Et au niveau de la narration, là, ça demande vraiment ça mérite une belle étude, toute cette suite. Et bien, la Cesare Ripa se retrouve y compris citée de manière directe ou indirecte, se trouve y compris dans ce cycle. Il y avait cette image de la jeunesse qui disperse l'argent, qui flâne comme ça dans le monde. Et donc cette figure de la jeunesse codifiée par Ripa se trouve d'une certaine façon dans la parabole du fils prodigue. Et je pense qu'il y a forcément un lien entre les bohémiens et le fils prodigue chez Callot, alors indubitablement. D'autres questions? Je peux enchaîner directement. Alors, c'est très intéressant, la thématique du fils prodigue chez cet enfant prodige, je dirais. Exactement, donc, oui. Vous avez ciblé votre lecture sur le mythe de Callot en tant qu'enfant prodige. Oui. La thématique du fils prodigue vient sur la croisée. Alors, c'est vraiment... Oui, alors vous connaissez un peu l'état actuel de mes recherches, donc il y aurait effectivement une suite. C'est que ce départ de Callot en Italie, avec le départ supposé de Callot en Italie avec les Bohémiens, sera camouflé d'une certaine façon sous l'histoire, sur la parabole du fils prodigue, et on a des indices assez sûrs de cette confusion voulue entre Callot et le fils prodigue, puisque dans les 2 dernières planches où il est question du fils prodigue, il se repentit, il demande pardon à son père et il revient à la maison après avoir délapidé la fortune. À l'entrée de la maison parentale, au lieu d'avoir je ne sais pas quelle décoration, Callot va mettre son propre blason. Et donc il y a forcément une mise en abîme de son propre histoire, indubitablement. Mais ça demande encore beaucoup ça demande par exemple d'établir un dialogue avec le frère du fils prodigue, qui dans ce cas pourrait être Abraham Boss, par exemple, qui lui aussi, au lieu de partir en Italie, va rester plutôt à Paris. C'est plutôt son cycle du fils prodigue, sont plutôt des scènes d'intérieur et non pas d'extérieur. Tout le cycle du fils prodigue de Callot se passe à l'extérieur, et ça c'est magnifique. Même le banquet final, c'est dans la cour, c'est dehors. Si je peux, une question plus ponctuelle. Georges Latour et Callot. Cervantes. Pardon? La Gitania Cervantes. Oui, tout à fait. Non, ce que je pensais, ma question plus ponctuelle, c'est vraiment une question positiviste. L'origine de la Lorraine, disons, joue un certain rôle. C'était les 2 Lorrainais, non? Callot aussi ou non? Georges Latour, de toute façon. Oui, de toute façon, les 2 venaient de la même région. Et effectivement, la Lorraine a joué un rôle très important dans la vie de Callot, puisque c'est en quelque sorte par ce lien
dynastique, maritale, politique entre la Lorraine et la Toscane que Callot a pu en quelque sorte descendre en Italie, avec ou sans les Bourguignons, ça on ne saura jamais. Mais donc oui, effectivement, la Lorraine connaît un peu son petit siècle d'or et c'est une région extrêmement riche. Si je peux encore profiter de ma position, j'aurais une question pour Alessandra. Masha, j'étais très intéressée par votre description de cette réception de l'ambassadeur perse à la cour de Louis XIV et cette idée que le cérémonial a été développé avec emphase pour compenser la difficulté de communication par la parole, et donc le trône est surélevé, on sort tous les bijoux, tout ça doit resplendir et par cette idée de brillance rendre compte de la grandeur du roi. Alors, premièrement, ça m'a fait penser à un épisode opposé, comme ça, d'exagération des codes de représentation destinés justement à l'autre. Lorsque Suleiman le Magnifique, au XVIe siècle, commande au Caorlini à Venise un aume qui est à la fois un aume, une couronne impériale et une tiare avec ensuite une plume qui est complètement sertie de pierres précieuses et qui est en fait un objet, pas du tout pour porter à Constantinople, mais à destination du regard des souverains occidentaux, et notamment du pape et de Charles Quint. Et on en arrive à un objet complètement insolite qui ne correspond à aucune culture en particulier. Et donc je me demandais si ce choix d'augmenter la brillance de la cour répondait aussi à une idée qu'on se faisait de la brillance de la cour perse. Je ne sais pas si c'est par des rapports d'ambassadeurs ou par des récits de voyage, s'il y a une correspondance avec un imaginaire de la brillance de ces cours orientales. Oui, on a plusieurs récits du voyage sur la Perse. Il y en a 3 à cette époque. Et en effet, les ambassadeurs français, ils étaient obligés à les lire pour être préparés. Mais effectivement, la Perse était moins connue par rapport à la porte. Donc, on n'avait pas tellement d'attente sur la richesse. Et là, il y avait un peu plus du fabuleux au niveau de l'imaginaire de ce qu'on s'entendait d'avoir. Autant que les ambassadeurs, ils imaginaient porter des pierres très riches. En effet, parmi les cadeaux que cet ambassadeur il avait importé le balsame de la momie, qui était quelque chose pour les courtisans de Louis XIV non connus et d'inutile. Pour lui, par contre, il était un médicament très riche. Donc, il y a des malentendus, même au niveau de cette histoire. Mais il faut dire que là, cette histoire cache une autre histoire, et c'est l'histoire, effectivement, de Louis XIV, c'est-à-dire c'est l'idée de se étaler dans cette richesse, et à ce moment-là, on avait déjà commencé à avoir de la presse négative sur cet étalage de richesse. C'était déjà le premier épisode était avec la réception de l'ambassadeur turc dont je parlais, mais là le deuxième avait été effectivement la phase la plus négative. Donc cette mise en scène très riche avait été très mal reçu, même à la cour. Donc, il était devenu une sorte de, on dirait aujourd'hui, satrape, en se mettant en évidence avec ce style très, très orientaliste. Il y a une catégorie un peu si je peux dire, un peu sous-estimée, à mon avis. Dans mon atroce français, je veux le décrire comme ça, les ravissements de oriental en face. Je pense ici, parce que vous avez montré Coppel, mais il y a le très joli esquisse de Coppel, les ambassadeurs du Maroc aux comédies françaises. Pas aux comédies françaises, peut-être aux comédies. À la comédie italienne. À la comédie italienne. Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est le ravissement du oriental en face d'une autre réalité. Et je pense qu'on peut discerner ça aussi dans cette peinture-là.
Oui, absolument. Oui, c'est vrai, vous avez... oui, c'est vrai, c'était l'autre choix possible, c'était une très belle piste. Là, il y a cette double image, l'ambassadeur perse dans une loge théâtrale, et l'autre image sont les ambassadeurs marocains qui étaient invités à voir une comédie italienne. Là, il y a un peu de malice, parce qu'ils sont en train de regarder, on imagine, des femmes, et donc il y a ce regard plein de désir qui est figé dans... Même là, avec un peu de racisme de la part du peintre, mais en même temps, c'est vrai, ils étaient vraiment séduits par ce qu'ils voyaient dans les grands salons à Paris ou à Rome aussi. J'étais frappé par un certain parallélisme thématique ou de contenu, je ne sais pas comment le dire, entre l'exposé de Lucia Corin et l'exposé d'Alessandra Mascia. Donc, un problème pratiquement qui vise l'histoire du regard. Et la façon donc la curiosité et le regard jouent un certain rôle dans la transmission des images. Donc, du point de vue de la réception en Occident, sans doute la figure de l'ambassadeur est une figure fantasme à un certain moment, entourée de toutes les curiosités du monde. Tu l'as très bien exposé d'ailleurs. Dans l'exposé de Lucia Corin, à un certain moment, tu as cité, si j'ai bien noté, un passage des lettres, je pense, de Bousbecq, qui a la mauvaise idée, il me semble, de se présenter devant le sultan, il était ambassadeur de France, de se présenter à la turque, vêtu en turc. Ça ne se fait pas. Donc, alors là, il y a un changement justement d'attitude, et si j'ai bien compris, c'était presque un désastre. Donc, cette présentation, moi je dirais même de mauvais goût. Mais ma question est la suivante. C'est une question justement qui m'intéresse. Il y a toute cette littérature et tout cet imaginaire occidental sur l'ambassadeur oriental en Europe. Est-ce qu'il y a une curiosité, une littérature orientale sur la figure de l'ambassadeur occidental en Orient? Alors ça, il était sans doute moins coloré. Alors ça, c'est clair. Mais est-ce qu'il y en a? Ça, ce serait intéressant quand même de creuser un peu ce renversement anthropologique, donc tellement important aujourd'hui. Il y a un grand nombre d'anecdotes sur ça. Aussi, il y a un livre sur le voyage d'ambassadeur polonais où il y a question de coutume. Le costume a été très important aussi. Ouais. Et c'est un œil, c'est un regard turc ou oriental qui en parle. Donc c'est ça qui m'intéresse, pas une littérature française sur le français à Istanbul, une littérature turque sur les Français à Istanbul, c'est ça ou polonais ou je ne sais pas quoi. Ça commence avec Lady Montagu. Ah oui, avec Lady Montagu, mais Lady Montagu, elle était anglaise. Hein? Oui, mais oui, c'est son regard occidental. Alors ça, on a toute une série de documents. Donc on a en effet, il y a, à ma connaissance, il y a un récit de voyage diplomatique écrit, le premier, par un auteur turc, Mehmet Efendi, qui est devenu, en effet, il a été immédiatement traduit par un galant en français, donc il est devenu, en effet, une sorte de récit de voyage en soi. C'est très beau à lire. Sinon, il y a, mais sont effectivement, comme vous avez bien imaginé, de sources difficiles pour nous, très, très sobres. Il y a un récit du voyage d'un Siamois, dans l'ambassadeur que je citais, qu'il avait fait donc un voyage. Il avait aussi reçu les ambassadeurs français anciens. Et donc, c'est vraiment une sorte de liste d'événements sans trop de commentaires. Il y a un autre aspect, donc ça, probablement, il y a des études en cours parce que le thème serait passionnant. Bon, il y a l'autre aspect, et ça, c'est connu et très étudié,
donc l'oriental ou le pseudo-oriental en Europe, les lettres persanes, l'espion turc, etc. Mais ce sont des pseudo-regards orientaux dans l'Europe. Donc, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je connais effectivement un récit d'un oriental asiatique en Europe, mais il est assez tardif. C'est le voyage de Nasser ed-Din en Europe. Il a fait 3 voyages et il a tenu un journal évidemment pas lui, son scribe, et il a tenu son journal de voyage. Mais même si c'est plus tard, peut-être que c'est une optique, un point de vue qui pourrait éventuellement être utile. Oui, mais il faut, effectivement. Oui. Ouais. Continue. Je dis un mot. Tu veux dire un mot de conclusion? Non, merci beaucoup, Diane. Sans avoir un mot de conclusion, je pense que c'était une journée très riche. On a beaucoup appris, on a beaucoup réfléchi sur l'impact de l'imaginaire, du transport et de la circulation des images, de l'imaginaire en Europe. Je voudrais remercier tous les participants à ce colloque, le Collège de France pour l'accueil et le public pour la présence. Merci beaucoup.